Étienne Klein, la physique a connu plusieurs révolutions, mais vraiment des révolutions de ce qu'on savait de la physique au début du siècle, dans les années 1900-1905. Et en particulier, on a découvert la physique quantique. Alors d'abord, quantique, ça veut dire quoi? Alors quantique, c'est un mot qui vient du latin, quantum, au pluriel ça donne quanta, c'est l'idée de quantité. En fait, ce qui est apparu en 1900 à un physicien allemand qui s'appelle Max Planck, c'est que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne peuvent pas être quelconques. C'est-à-dire que quand il y a un échange d'énergie entre de la lumière et de la matière, ça se fait par transmission de paquets d'énergie qu'on appelle des quantas. C'est un peu comme lorsque vous allez acheter du beurre au supermarché, vous ne pouvez pas en acheter en n'importe quelle quantité, vous ne pouvez en acheter que par quantité d'une demi-livre ou d'une livre. Donc il y a des sortes de quantités élémentaires qui sont échangées lorsque vous allez acheter votre beurre. Il y a un conditionnement. Voilà, et ce que montre Planck, c'est que quand de la lumière est échangée avec de la matière, eh bien ça se fait par paquets, un nombre entier de paquets d'énergie qu'on appelle des quantas. Et ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau, mais en 1900, ça n'est pas vraiment perçu comme une révolution. C'est-à-dire que Planck lui-même ne croit pas vraiment à cette idée. Il l'utilise plutôt comme un artifice de calcul. Et le premier qui va prendre cette idée vraiment au sérieux, c'est Albert Einstein, en mars 1905. Il va écrire un article dans lequel il reprend l'hypothèse de Planck, mais l'incarne dans la lumière elle-même en disant que la lumière est structurée en petits paquets d'énergie, alors qu'on la croyait ondulatoire jusqu'alors. Et ces petits paquets d'énergie, ce sont des quantas de lumière qui plus tard seront appelés des photons. Et cet article d'Einstein de 1905, celui de mars, va ouvrir la voie vers une nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique. Parce que, en fait, l'histoire est complétée par ce qui s'est passé en mai 1905, parce qu'Einstein a beaucoup travaillé en 1905. Il a écrit un autre article sur il écrit où d'ailleurs? Une revue scientifique? Il écrit chez lui. Il publie dans une revue allemande qui s'appelle Annalen der Physik, qui est la revue allemande la plus prestigieuse de l'époque. Il n'est pas lui-même à l'université, il travaille au bureau fédéral de la propriété intellectuelle, il n'est pas universitaire, mais il écrit 4 papiers en 1905 qui vont révolutionner chacun dans son domaine la physique. Et celui de mai est très important parce qu'il va conduire à la démonstration expérimentale de l'existence de l'atome. Vous savez qu'au début du XXe siècle, les physiciens n'étaient pas tous persuadés de l'existence de l'atome parce que personne ne l'avait observé. Et Einstein, à partir de l'étude du mouvement brownien, va élaborer une loi théorique qui va être vérifiée à Paris par Jean Perrin en 1906, et cette vérification va prouver l'existence de l'atome. Jusque-là, on n'en était pas sûr. Jusque-là, on n'était pas sûr, il y avait même des controverses assez sévères entre ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas. Et très rapidement, ça veut dire 1911, et puis après la Première Guerre mondiale, on va découvrir que l'atome est un objet physique qui n'obéit pas aux lois physiques qu'on connaissait au XIXe siècle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'obéit pas à la mécanique habituelle, et il va falloir inventer une nouvelle physique, qu'on appelle la physique quantique, et cette physique va être élaborée par des tout jeunes physiciens, entre, disons, 1923 et puis 1933, donc là il va se produire une sorte de décennie miraculeuse de la physique, pendant laquelle de très jeunes esprits, prêts à accepter des idées vraiment novatrices, vont mettre sur pied une physique qui utilise des concepts, mathématiques pour la plupart, qui n'ont pas de contrepartie dans la vie courante. C'est-à-dire que c'est pas une copie du monde tel qu'on l'observe, c'est vraiment une invention pure de nouveaux concepts qui vont permettre à ces physiciens de comprendre la matière à l'échelle microscopique. Et notamment de comprendre, par exemple, comment les atomes absorbent ou émettent de la lumière. Et puis on va découvrir que dans l'atome, il y a un noyau qui lui-même est composé de particules, des protons et des neutrons. Et ces protons et des neutrons sont soumis à une force qu'on ne voit pas à l'échelle macroscopique, qu'on appelle la force nucléaire. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce d'âge d'or de la création, entre guillemets, puisque vous dites qu'on invente des concepts? Je n'ai pas d'explication, c'est-à-dire que je ne comprends toujours pas. Enfin, je suis fasciné par cette période parce que la physique était en crise, il fallait inventer une nouvelle physique, donc c'est toujours des périodes elle butait sur... Voilà, c'est des périodes où les esprits sont stimulés, font preuve d'audace. Mais ce qu'ont montré ces gens, c'est que l'intellect est capable de fonctionner même lorsqu'il n'y a plus d'image, parce que l'atome on ne peut pas le voir, et même la physique quantique est une physique qui interdit de faire des dessins, c'est-à-dire toutes les images qu'on peut proposer pour l'atome. Pourquoi? Parce que c'est trop petit? Non, parce qu'il y a une interaction entre l'objet lui-même et son observation, et donc on ne peut pas le présenter comme un objet isolé
existant par lui-même. En fait, ce qu'on sait de lui dépend de notre interaction avec lui. Donc tous les dessins qu'on peut en proposer, évidemment, oublient cette interaction avec l'observation et sont donc faux. Donc on est vraiment dans le concept pur, quoi. On est dans une sorte de conceptualisation qui s'est débarrassée des intuitions trop simples. Et c'est fascinant de voir qu'on peut continuer à comprendre la matière, même lorsqu'il n'y a plus d'image juste, même quand l'intuition est en fait limitée par le fait qu'on n'a plus d'image à disposition.